La marge, c'est aujourd'hui la clé de la réussite. Quand on éduque finalement le marché, en fait, on devient, et je vais en reparler certainement après, un partenaire de confiance pour le marché. Alors moi, je suis un maniaque de la forecastabilité, de la prédictibilité. Chez LinkedIn, j'avais comme mission de forecaster plusieurs dizaines de millions à 3% près. Et puis, j'avais envie de sortir de ma zone de confort également pour apprendre. Toujours apprendre, c'est la clé en fait. C'est cette capacité à aller vite dans un monde qui est lent. Moi, j'adore les commerciaux qui partent dans tous les sens parce que c'est de la créativité. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et à être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Vive la Vente, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mirail, Chief Revenue Officer de Cena. Nicolas cumule plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la vente, la communication et le marketing. C'est un expert de la génération de revenus qui a connu de très belles expériences chez Microsoft et LinkedIn, entre autres. Il est arrivé chez Cena il y a tout juste 1 an avec une mission claire, optimiser et scaler tout leur process de vente pour continuer de craquer le marché de l'assurance. Cena, c'est donc l'une de ces startups françaises qui continue de surperformer, une de ces startups en bonne voie de devenir une formidable scale-up. Ils ont fait 60% de croissance l'année dernière, grâce à des méthodes de vente aussi solides que ces résultats. Alors, au programme de notre épisode, on va se poser les questions suivantes. Comment garantir la répétabilité de son cycle de vente ? Avec ses process de vente bien établis, comment être en mesure de développer la prédictibilité de son business ? On va aussi se demander quelles sont les meilleures méthodes pour renforcer l'efficacité de sa force de vente. Et on va se pencher sur les étapes à suivre pour vendre plus et mieux au grand compte. Bref, en un mot, on va ouvrir le capot de la machine de vente d'une entreprise en phase d'hypercroissance qui continue de faire exploser les compteurs. Bonjour Nicolas, est-ce que j'ai bien résumé ? C'est parfait. C'était suffisamment exhaustif, je trouve que parfois c'est un peu long. Non, c'est complet, je trouve que c'est assez complet, bravo. Comment est-ce que tu vas et comment va Cena ? Eh ben, écoute, très bien. Un début d'année assez intense, mais c'est positif, ça veut dire qu'il y a de l'activité et qu'il y a du dynamisme. Effectivement, on a fait une belle croissance l'année dernière et on est en phase, en tout cas on a l'ambition de faire au moins la même chose cette année. On peut entendre dans ce podcast, en parlant à d'autres directeurs commerciaux et même dans l'écosystème français, que le marché s'est un peu tendu ces 18 voire ces 24 derniers mois. On parle de la crise sanitaire, puis de la guerre et bien sûr de l'inflation. Est-ce que vous avez des signaux positifs qui fait que c'est reparti ? L'année dernière a été du coup bonne pour votre croissance. Est-ce que ça continue ? Moi, je crois qu'il y a eu un moment de pause, effectivement, il y a quelques temps. C'est reparti différemment. C'est-à-dire que la croissance, elle est là, mais elle est différente des années précédentes. Ça veut dire que la façon dont on va aborder cette croissance, la façon dont on va aborder les ventes, elle doit être un peu différente que ce qu'on a fait les années précédentes. On parlait avant cet épisode de l'importance désormais de se concentrer beaucoup sur la marge pour générer du revenu. Je pense que dans la manière de faire différemment les choses, on se concentre aussi beaucoup plus sur les grands comptes. Donc ton expertise rentre un petit peu plus en ligne de mire sur ces questions-là. Est-ce que tu vois cette concentration un peu plus sur la qualité et l'augmentation du panier moyen que finalement la quantité ? Oui, alors ça va être certainement un des objets de cet entretien, c'est que la marge, c'est aujourd'hui la clé de la réussite. Faire beaucoup et dégager assez peu de marge, je crois que c'est un temps qui est révolu. Il y a quelques années, même avant le Covid, on faisait beaucoup d'acquisitions et peu importe le coût de l'acquisition, c'est des choses qui sont maintenant révolues. On doit continuer de faire de l'acquisition, peut-être un peu moins mais mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, on va détailler un peu comment on doit se concentrer, comment les équipes commerciales, les forces de vente doivent travailler différemment pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif. On aura mis un parfait préambule. Normalement, on commence beaucoup plus par revenir sur le parcours et l'introduction, et c'est donc ce que je vais tâcher de faire. On va commencer avec notre question classique. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours et comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Je crois que tu es ingénieur à l'origine et tu as même été attaché parlementaire et tu rentres chez Microsoft à la direction marketing, je crois. Exactement, donc j'ai un parcours un peu particulier. Je suis à l'origine, je suis ingénieur, j'ai fait maths sup, maths spé, donc pas forcément d'école de commerce. Et ensuite, je suis rentré chez Microsoft
après mon diplôme d'ingénieur. Entre deux, j'ai fait 1 an et demi d'attaché parlementaire parce que j'avais envie de découvrir la communication et de pas tout de suite sauter dans le monde de l'entreprise. J'ai intégré chez Microsoft un parcours européen, une équipe de 6 personnes. On avait été choisis pour pouvoir prendre, on va dire, les rênes technologiques et être les petits jeunes de chez Microsoft qui allaient prendre la suite au niveau techno. Et puis après, j'ai décidé chez Microsoft de faire beaucoup de choses. Et c'est un peu le tournant de ma carrière. J'ai fait de la technologie au début. Je suis passé porte-parole de la société, donc déjà un saut. Puis de porte-parole, j'ai pu intégrer les équipes marketing à la direction marketing. Et de là, j'ai vu et observé la vente. Tu m'avais dit que tu mettais en place les choses pour que les commerciaux vendent sereinement. Je cite ce que tu m'avais dit lors de notre préparation de ce podcast il y a déjà quelques mois. Ouais, c'est ce que j'ai appris en marketing chez Microsoft. C'est faire en sorte de préparer le terrain pour les commerciaux. Et le marketing a été pour moi, en tout cas cette expérience de communication et de marketing, une belle expérience parce qu'en fait, le marketing, c'est un outil d'aide à la vente. Mais c'est plus que ça, c'est un outil vraiment qui doit accompagner les meilleures ventes, c'est un petit peu différent, et faire en sorte que le commercial, il ait tout l'équipement possible pour vendre aux bonnes personnes, avec les meilleurs outils pour vendre. C'est ce que j'ai appris chez Microsoft et ce qui m'a permis de bien et vite comprendre la vente. Finalement. C'était le Sales Enablement avant l'heure en fait, et je pense que c'est aussi lié à la proposition de valeur initiale de Microsoft aussi de rendre les choses plus et c'était l'organisation de Microsoft qui était assez carré, structuré pour pouvoir apporter ça aux forces commerciales et ce qui fait certainement un des succès de Microsoft également. Tu es resté assez longtemps chez Microsoft, de 1999 à 2011. C'est une période chargée d'évolution vraiment gargantuesque en termes de produits, d'innovation digitale évidemment. Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur la vente en restant dans une entreprise aussi novatrice, surtout dans une période aussi chargée ? Alors chez Microsoft, à l'époque, et je pense toujours maintenant, dans ces grands groupes, on apprend la rigueur, la discipline et nos rôles et responsabilités. C'est-à-dire que tout est bien organisé pour que chaque individu, qu'il soit commercial au marketing, à la communication, sache où opérer, sache où ne pas opérer. Et donc, c'est une entreprise effectivement assez grosse, mais tellement structurée que tu apprends beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur. Tu sais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Et ça, c'est des choses qui vont me resservir après dans la carrière. Et les grands groupes arrivent à façonner cette rigueur et cette excellence dans les tâches opérationnelles que tu exécutes. On laisse peu de marge à l'improvisation finalement. Voilà, tout est planifié, tout est organisé pour que cette machine, on parle souvent de machine de guerre ou ces machines de vente, soit efficace. Ce sont des machines de vente. Les gros groupes comme ça, que sont Microsoft, Amazon ou autres, sont des machines de vente. Et donc tout est fait en amont pour qu'il n'y ait pas vraiment de place pour l'improvisation et qu'on soit en mode d'exécution. C'est souvent ce qu'on se dit d'ailleurs sur ce podcast, essayer de laisser le moins de chance possible à l'imprévu. Tu fais ensuite partie des premiers employés de LinkedIn en France, pendant une période en plus fondamentale, en 2011. Et si je ne me trompe, je remets un peu dans le contexte, LinkedIn est en concurrence avec Viadeo beaucoup plus fermement à ce moment-là. Il faut tisser des liens stratégiques avec des pots clients. Et c'est ce que tu fais. Si je note bien L'Oréal, Capgemini, Sanofi, LVMH, et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est quoi les enseignements commerciaux que tu tires de cette belle expérience chez LinkedIn? Et en plus, encore une fois, une expérience au bon moment, au bon endroit pour apprendre plein de choses, j'imagine. Alors, chez LinkedIn, que tu l'as mentionné, c'était le début. Donc, l'enseignement, c'est comment lancer un produit tendance sur un marché en fait qui n'est pas prêt. Un produit anglais, interface anglais sur un marché français avec un leader français. Donc, tu apprends à vendre. Dans un contexte beaucoup plus compliqué et à l'opposé de Microsoft, puisque Microsoft, on a souvent associé Microsoft à la notion de monopole. Ouais. Là, tu arrives chez LinkedIn où tes présentations, tous tes contenus sont en anglais, donc tu dois t'adapter. Donc j'ai appris l'adaptation. Océan bleu, océan rouge, susciter le besoin. Microsoft répondait à un besoin existant et là, vous étiez obligé de le créer. Quoi. On créait ou on réinventait plutôt un besoin parce que Viadeo l'avait déjà plus ou moins mis en place, mais dans une perspective très locale. En marketing, on dit Think Global, Act Local, mais en fait, c'est vraiment ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a mis en place un produit américain sur un marché qui était un marché très, très français. Donc j'ai appris ça, j'ai appris beaucoup de choses sur comment lancer une vente
ou en tout cas une dynamique de vente sur un marché quand tu es éditeur américain. Il y a beaucoup d'apprentissage en fait à travers ces lancements. Le premier apprentissage, c'est d'avoir cette capacité à comprendre le marché avant de lancer un produit. Le deuxième apprentissage, c'est de travailler dans un environnement international. C'est la force notamment des sociétés américaines qui lancent des produits un peu partout et donc qui comptent sur les équipes commerciales, les forces de vente pour adapter, ajuster par rapport au marché. Donc tu n'es pas simplement en train de vendre sur un marché qui est déjà établi. Donc tu as cette mise en réflexion de ce que tu fais, de tes actes de vente. Et puis finalement le plus bel apprentissage, c'est d'éduquer. Donc on oublie souvent que des fois la vente c'est de l'éducation et avec LinkedIn on avait à éduquer le marché sur les réseaux sociaux parce que c'était la pénétration des réseaux sociaux dans la vente, c'était quand même les balbutiements. Et le recrutement aussi au début. Et bien évidemment le recrutement. Et donc on peut dire qu'on était là pour vendre, mais non. On était d'abord là pour éduquer, et ça c'est ultra important parce que quand on éduque finalement le marché, en fait on devient, et je vais en reparler certainement après, un partenaire de confiance pour le marché. On est dans le value selling à fond. Et donc, exactement. Et donc on change tout à fait la façon dont on approche le marché, dont on vend. Et finalement, tu parlais de value selling, de proposition de valeur, si elle se démontre, et c'est ce qui s'est passé avec LinkedIn, on avait moins de 2 millions de Français sur le réseau social quand moi j'ai démarré. Maintenant, je ne sais même plus combien il y a de Français, par exemple, et, sur ce réseau, mais on devait éduquer ce marché, comprendre la valeur de ce marché, de ces réseaux sociaux à destination des professionnels et non pas du particulier. Et donc, ça change la façon dont on vend. On ne fait pas de transactionnel, on fait de la vente de valeur par rapport à de l'éducation de marché. Si je me souviens bien de notre épisode avec LinkedIn qui était au début de la dernière saison d'ailleurs de Vive la Vente, je crois qu'il y a 30 millions d'utilisateurs en France. C'est pas simplement l'outil, c'est pas simplement avoir des interlocuteurs pour vendre ou pour recruter, c'était aussi finalement le savoir que ça prodiguait, et on voit déjà dans ce que tu dis l'importance de la data et à quel point knowledge is power. Mais je vais pas commencer à faire des anglicismes en premier. Alors on revient un peu sur la vente grand compte. Bon, ma question, elle est très simple. C'est quoi, selon toi, le secret de la vente grand compte ? Et si je peux ajouter un aspect, c'est plutôt, c'est quoi le secret en 2024, si jamais ça a changé ? Le secret de la vente grand compte, si je l'avais, je serais multimillionnaire. Ce qui est important dans la vente des grands comptes, c'est cette notion de trouver le problème de chaque personne. En fait, quand tu vends, sauf dans les ventes plutôt transactionnelles, quand tu fais de la vente grand compte, pour moi, c'est de la vente plutôt stratégique. Ça veut dire qu'à chaque échelle du PDG jusqu'au directeur commercial, au directeur financier, au directeur RH, ils ont des challenges. En anglais, on dit c'est quoi le pain en fait. Donc en fait, on m'a appris une chose, on m'a dit pose la question de quel est le 1 million problème, quel est le problème à 1 million qui empêche les gens de dormir. C'est encore des questions que je pose. Et la complexité d'une vente de grand compte, c'est que c'est pas le même entre le PDG, le directeur financier et le directeur de la logistique, par exemple. Entre coach, champion et éventuel Exactement. Et donc, il y a un élément que moi j'utilise tout le temps, on peut peut-être rentrer dans les détails là, qui s'appelle le rapide. C'est un modèle, alors il y a plein de modèles, mais celui-ci est assez intéressant, qui vient de chez Bain, aux États-Unis. Rapide, c'est en anglais, mais c'est la personne qui recommande, le R, la personne qui est d'accord, le A, agree. P, c'est la personne qui va performer, donc la personne qui va utiliser. Le I, c'est celui qui va dire attention, c'est l'input et c'est les achats. L'IT qui va dire attention, ça va pas, et le D, c'est celui qui décide. Et donc cette harmonie, c'est vrai dans n'importe quelle vente grand compte, et donc c'est à nouveau comment trouver le dénominateur commun, le besoin commun, la solution que tu apportes à ces différents interlocuteurs. Tu n'as jamais un seul interlocuteur dans une vente complexe grand compte, tu as toujours plusieurs personnes qui ne font pas le même rôle. Je parlais de rôle en début, il y en a un qui va effectivement utiliser la solution, un qui va décider, un qui va simplement dire attention, est-ce que c'est ISO ? Est-ce que c'est RGPD compliant, etc., etc. Donc il faut harmoniser ces choses-là. Et s'adapter à chacun des interlocuteurs et pas juste à l'entreprise en elle-même. Exactement. Et donc tu parlais de quel est le secret, c'est être capable potentiellement de bien comprendre les enjeux et les besoins de ces personnes-là. Est-ce qu'ils ont bien un dénominateur commun qui est, voilà, on va résoudre ce problème, on va
ou pas résoudre, ou alors apporter une opportunité. On dit souvent on vient résoudre un problème quand on vend, ou alors on apporte une opportunité de croissance aussi. Une fois que tu as réussi à faire cette cartographie, là, potentiellement, tu peux commencer à faire une vente assez intéressante, puisque l'ensemble des personnes vont se retrouver à un moment donné. On peut utiliser la notion de persona, ils vont se retrouver dans la proposition de valeur que tu apportes. C'était franchement passionnant de t'écouter parler de la méthode rapide. Ça m'a un peu fait penser à la méthode Miller-Heiman qu'on avait entendue sur notre épisode avec Lemon Way, et finalement cette cartographie extrêmement précise de tous les interlocuteurs qu'on peut avoir dans la vente complexe et grands comptes. On va désormais revenir un peu au présent. Je le rappelle pour nos auditeurs, tu es arrivé chez Sénat en avril 2023, il y a tout juste un an. Est-ce que je peux te demander déjà ce qui t'a donné envie de rejoindre Sénat ? J'ai pris la décision de quitter mon précédent job. Jamais je me suis dit que j'irais dans une société d'assurance. Parce que je ne connaissais pas, parce que ma zone de confort, c'est la tech. Et je me suis dit, pourquoi pas. Sénat, déjà, c'est une histoire, c'est une belle histoire. On pourra en reparler un petit peu plus tard. C'est une société qui a été créée fin 2019-2020, avec des fonds d'investissement que je connaissais. Une direction des personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait des belles expériences et qui avaient une vision assez claire de là où ils allaient. Donc on n'est pas dans une start-up qui découvre le monde de la start-up, on est avec des personnes qui ont déjà un vécu et qui ont déjà une vision de là où on va. C'est Steven qui est le PDG de Sénat, je crois que c'est sa 4e société, il en a déjà vendu. Et donc je me suis dit, le terreau est assez fertile. Et puis moi en fait, de par mon parcours, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Savoir dire stop, c'est-à-dire que LinkedIn, c'est des RH. Après, je suis parti dans une start-up avec Michael Cabrol pour la faire grandir, ouvrir l'international, l'Espagne, l'Italie, Dubaï. Vous avez réussi RH. Et on a réussi à la vendre au bout de 3 ans. Je suis resté 2 ans dans une boîte qui l'a racheté en tant que VP Europe de cette boîte-là. Encore RH. Et donc à un moment donné, on l'a vu dans mon parcours au début chez Microsoft, de ingénieur, maths sup à porte-parole de la boîte, c'est-à-dire être à la télé et à la radio. La richesse, je trouve, d'une personne, c'est sa capacité à ouvrir son angle de vision. Et je me suis dit, allons dans une zone de confort qui est la mienne, qui est la vente, mais allons dans un domaine que je ne maîtrise pas, une vente complètement différente du monde de l'assurance. Mais Sénat, c'est aussi une boîte technologique, donc sa mixité était assez intéressante. Et puis, j'avais envie de sortir de ma zone de confort également pour apprendre. Toujours apprendre, c'est la clé en fait. Superbe. Je rappelle pour nos éditeurs, tu es arrivé chez Sénat en avril 2023, il y a tout juste un an. Est-ce que tu peux rappeler simplement quelle est votre proposition de valeur ? Alors Sénat, c'est un néo-assureur, donc un assureur récent qui a à peu près 4 ans. La proposition de valeur de Sénat, c'est de disrupter un petit peu l'assurance en créant des produits d'assurance de rien en 1 mois. Aujourd'hui, quand tu crées un produit d'assurance, ça peut prendre, on va dire, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Donc, on a cette capacité sur certaines lignes de business, on pourrait y revenir, de créer un temps court dans le monde de l'assurance. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est un peu lié à la marge, en fait. C'est-à-dire lancer un projet, c'est intéressant, mais c'est intéressant si le projet marche. Et chez Sénat, en fait, on a cet ADN de lancer très vite. Et je pourrais expliquer pourquoi on est capable de le faire par rapport au marché, mais également de faire en sorte que le produit qu'on va lancer avec les courtiers, parce qu'on est en B2B avec des courtiers, qui eux sont en relation avec les distributeurs que pourraient être Fnac, Darty, etc. Nous, c'était par exemple, Sénat était derrière la Coupe du Monde de rugby, les billets c'était nous, mais vous ne nous voyez pas. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte que le projet que tu lances, tout se passe bien. Donc en assurance, que la sinistralité soit correcte, que les remboursements des assurés soient corrects, que si jamais il y a une dérive dans le portefeuille, on puisse la corriger. Et donc c'est cette capacité à aller vite dans un monde qui est lent, qui est le monde de l'assurance. On sait très bien qu'un risque, il faut des années pour l'évaluer, le jauger, etc. On essaie de casser cette brique-là. Et on a aussi rajouté au-dessus de cette brique assurance, une brique technologique qui nous permet d'opérer rapidement. En fait, créer des produits d'assurance, ce sont des actuaires, ce sont des gens qui sont diplômés de l'école d'assurance pour créer des modèles. Mais dans le monde d'aujourd'hui, en fait, tout ça, ça passe par de la techno. Et Sénat a développé une technologie qui permet d'accélérer finalement
c'est création de produits d'assurance et faire en sorte que l'utilisation de ces produits d'assurance, les résultats, la sinistralité, le montant des primes, etc., puisse aller beaucoup plus vite pour apporter de la valeur à des courtiers, pour pouvoir aussi apporter de la valeur à ceux qui souscrivent les produits d'assurance. Toute cette agilité-là, c'est évidemment en plein cœur de votre proposition de valeur. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure avec le fait de pouvoir prévoir l'imprévisible pour agir en toute sérénité, que ce soit dans la vente ou quand on part en voyage finalement. Tu es arrivé donc il y a 1 an, c'est quoi les premières choses que tu as mis en place ? Rien. J'ai essayé d'observer. Et j'ai observé d'abord les gens. Quand tu arrives dans une entreprise qui tourne déjà depuis 3-4 ans, l'objectif c'est de ne pas changer dès le début, c'est d'observer, regarder ce qui peut fonctionner, ce qui peut être optimisé, ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est assez simple, ça fonctionne pas assez bien, et ce qui ne fonctionne pas. Ensuite c'est d'optimiser. Donc j'ai commencé par regarder, de ne pas toucher à ce qui fonctionnait, essayer d'optimiser parce que ça c'est assez facile ce que l'on pouvait faire. Et l'optimisation ça passe par un projet, donc c'est définir un projet ensemble avec la direction de là où on veut aller. Et c'est pas de le mettre en place, c'est de se dire qui veut aller dans cette direction avec nous. Et donc il y a des gens qui sont là depuis 3-4 ans, qui peuvent être fatigués, d'autres qui ne se reconnaissent pas dans le projet, d'autres qu'il faut recruter. Et dans ces cas-là, il faut reconstruire une équipe ou en tout cas alimenter l'équipe avec les personnes que l'on peut compléter pour faire en sorte, et on en reparlera après, moi j'ai une philosophie de SWAT team, de core team qui est ultra importante, qui est une adhésion totale au projet. Donc quand on arrive dans une société avec ma responsabilité, on doit donner un nouveau cap avec la direction, c'est pas que moi, c'est la direction, et s'assurer que tout le monde est capable d'aller dans cette direction. C'est pas une question de compétence, c'est une question de se retrouver dans la mission qui est celle de Sénat dans les prochaines années. Elle peut changer, elle peut aussi être intense, donc c'est normal que finalement on doive rafraîchir les cerveaux mis en place pour supporter un tel projet, je le conçois. Si tu pouvais revenir 1 an en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment déjà par rapport à tes débuts chez Sénat ? Ça serait peut-être un peu présomptueux, je dirais peut-être un peu plus vite, encore. Ouais. On y reviendra, mais il faut aller vite en fait. Maintenant que tu le sais, il faut aller un peu plus vite. Ouais. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Est-ce qu'on peut revenir sur l'organisation de tes équipes ? Comment est-ce que tu organises tout ça ? Combien de collaborateurs tu as sur ta supervision actuellement ? Et est-ce qu'il y a une ambition d'en avoir encore plus d'ici la fin de l'année, par exemple ? Alors aujourd'hui, moi j'encadre les équipes commerciales avec un directeur commercial. Il y a les équipes aussi de ce qu'on appelle professional services, je ne sais pas le mot en français, mais toutes les équipes qui vont accompagner avec les CSM. On a créé des CSM, ça n'existe pas dans le monde de l'assurance, donc j'ai importé ça du monde de la tech pour vraiment avoir un suivi, l'après-vente, l'avant-vente. Donc j'ai l'ensemble de ces équipes-là, ça fait une 15aine de personnes. Souvent on me dit, mais tiens, c'est bizarre, avant j'en avais beaucoup plus de personnes. Est-ce que l'objectif c'est de doubler ? En fait, l'objectif, et on va reparler de la marge, l'objectif c'est de bien faire son travail. Bien faire son travail, c'est pas doubler les effectifs. C'est faire en sorte que ce que tu as mis en place, et je vais prendre une analogie que j'aime beaucoup personnellement, mais c'est comme une équipe de rugby. Donc dans une équipe de rugby, tu as ce qu'on appelle la mêlée. Dans la mêlée, tu as des grands, des petits, des gros, des tout fins, des gens qui courent vite, des gens qui sont différents. Et c'est ça qu'on doit construire au début, avant de grossir. Et aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire, c'est dans ces personnes dont je t'ai parlé, c'est de trouver cette équipe qui sera capable d'être cohérente les unes avec les autres. C'est à peu près la même chose que ce qu'on utilise aux États-Unis. Mes anciens collaborateurs disaient on fait une SWAT team, SWAT c'est les équipes d'intervention. On crée une entreprise, une force commerciale avec un noyau. Et ça a été cette année ma mission, qui n'est pas encore terminée, mais qui se termine là, de créer ce noyau. Donc ça nécessite, avant j'avais 2 directeurs commerciaux, j'en ai plus qu'un. Ça me semble beaucoup plus logique pour pas qu'il y ait de zone de friction et de zone de responsabilité où quand il n'y a pas de responsabilité, il y a une zone de blanc. Donc ça c'est jamais bon. Ouais, la zone grise et les incertitudes. Ça c'est pas. Voilà, pas chez moi en tout cas, j'en veux pas. Donc on a recréé cet univers où on a restructuré les people vraiment avec des rôles et des responsabilités. Moi je crois beaucoup à ça avant la croissance.
Preuve en est, on a créé ce poste de CSM il y a 8 mois et je suis déjà en train d'ouvrir un deuxième. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui a pris ce poste, que j'ai mis du temps à recruter, elle est successful, elle est brillante, elle a mis un cadre qui était au-delà de sa mission, ça marche, donc forcément la croissance, elle sera naturelle. Je parle de la croissance du revenu, du business, mais aussi de la croissance des people, des gens, et bien évidemment de leurs compétences, puisque si on grossit, les premiers arrivés qui forment cette équipe de rugby, ce socle, cette mêlée, ce seront les personnes qui seront les futurs leaders demain. Et alors, j'ai envie de savoir les chiffres, tu as combien de collaborateurs sous ta supervision ? Une quinzaine. Une quinzaine ? Et il y a une CSM, bientôt 2, des commerciaux grands comptes. Comment est-ce que vous gérez la prospection ? Quels sont les rôles de chacun ? On a des commerciaux en fait qu'on appelle des clients exécutifs qui ont en fait quand moi je suis arrivé ils avaient des territoires mais pas forcément d'où la segmentation très bien organisée. Voilà, donc en fait il y en a qui apportaient plus ou moins les leads, qui commençaient un petit peu et on en reparlera sur la notion de marge, sur comment en fait on qualifie des deals qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise et non pas faire du MRR ou de l'ARR. C'est intéressant de faire du MRR, mais ce qui est intéressant, ou de l'ARR, ce qui est intéressant, c'est le bas de bilan à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il en déduit ? Si tu fais 1 million d'ARR et que tu as dépensé 1,1 million dans des charges, c'est pas forcément le bon choix. Donc en fait, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait ces équipes où, dans le monde de l'assurance, c'est un monde assez technique, il y a beaucoup d'expertise, donc ces commerciaux qui sont la porte d'entrée, on parlera peut-être d'inbound, d'outbound un peu plus tard, mais ces commerciaux qui sont la porte d'entrée, leur mission numéro 1, c'est d'avoir une segmentation, donc un territoire segmenté, on va parler de tiers 1, tiers 2, tiers 3, c'est de connaître en fait toutes les problématiques de leur tiers 1, tiers 2, je veux savoir tout sur ces comptes-là. Je ne parle pas de vente là, pour l'instant. Je veux juste connaître ça. Ensuite, on va y attacher derrière ces commerciaux des experts en assurance santé, des experts en assurance qu'on appelle affinitaire, des CSM, un ingénieur avant-vente, etc., une équipe produit, pour venir les épauler. Donc on a structuré les équipes de vente pour faire en sorte qu'on ait des gens qui maîtrisent ou qui essayent de maîtriser, parce que ça serait un peu vaniteux, ce dont je parlais tout à l'heure, les challenges, quel est le point, quel est le dénominateur commun des courtiers, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont dépenser de l'argent avec nous, ou investir plutôt de l'argent chez Sénat. C'est en lien avec la marge dont on parlait tout à l'heure. Finalement, l'idée c'est de renforcer l'efficacité en fait de tout le monde. Et je trouve qu'on peut aussi faire le lien avec quand on évoquait Microsoft et le fait que c'était une énorme machine de vente et à bien huiler, et toi tu avais un rôle assez transverse déjà à ce moment-là. Finalement là, ton rôle devient de plus en plus transverse pour continuer d'huiler votre efficacité commerciale. Exactement. Est-ce qu'il y a une culture commerciale distincte chez Sénat ? Je crois pas. Je crois que chez Sénat, on a, en tout cas avec la direction, et on a une culture de rôle et de responsabilité qui est très forte. Ça veut dire que tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire. Tout le monde doit savoir aussi ce qu'il peut faire. Et c'est pas être dans un carré, c'est vraiment être capable de dire j'ai un carré, je dois être capable d'en sortir, mais si j'en sors, je vais pas sur la zone d'une autre personne. Donc en fait... les limites du champ d'action de chacun. Exactement, ça c'est ultra important, parce que ça responsabilise. Parce que si tu veux coacher, si tu veux, en tant que directeur ou moi mon directeur commercial ou n'importe quel membre de l'équipe finalement, ou enfin n'importe quel individu peut apporter de la valeur. Mais si tu ne sais pas dans quel périmètre le champ d'action est défini, c'est compliqué d'apporter de la valeur. Et la valeur que tu apportes, elle n'est pas précise en fait. Ça revient à ce qu'on se disait, l'essentialisation de la bande passante de chacun pour renforcer l'efficacité de tous vos commerciaux. Si on revient sur vos canaux de vente, avant de parler de vos prospects types, de votre ICP, c'est quoi la part d'inbound et d'outbound chez vous ? Comment est-ce que vous générez du lead globalement ? Alors nous, c'est ce qu'on appelle le TAM, le Total Addressable Market, qui n'est pas grand en fait, puisque c'est les courtiers en France, c'est 500-600 entreprises, donc c'est pas beaucoup. Donc on a assez peu d'inbound, on en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc en fait, ce qu'on met en place, ce qui a été mis en place depuis mon arrivée, c'est cette notion de tiers 1, tiers 2, tiers 3 pour les comptes. Et en fait, on pourrait se dire, alors s'il n'y a pas d'inbound, c'est que les commerciaux qui prennent leur téléphone, à quoi sert le marketing ? Et non, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a une stratégie marketing adaptée aux tiers. Donc tiers 1, ça va être 3-4 gros comptes
On pourrait prendre des courtiers comme April, qui sont assez connus, comme Marsh ou Aeon, qu'on connaît. Et ben, ces gens-là, c'est des gros courtiers internationaux, et nous, on peut opérer aussi à l'international. On ne peut pas les traiter comme un courtier sur lequel il y a 15 employés, par exemple. Et donc la stratégie marketing qui s'appelle ABM, qui est assez connue, Account Based Marketing, elle va être adaptée au tier 1. Le tier 2, ça va être une autre stratégie de marketing. Et donc, on utilise tous les canaux de marketing, site web, webinaire, etc., pour faire beaucoup de notoriété et renforcer notre image et notre proposition de valeur sur le marché. Bien évidemment, ça peut se traduire par des inbound, mais c'est un marché, le marché de l'assurance, c'est un marché assez lent. Et donc, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup de confiance. Et donc, c'est de la notoriété mélangée avec des actions qui correspondent aux besoins du marché. Et je ne peux pas arroser le marché avec une newsletter comme ça. Et en fait, c'est pas bon. On parlait de marge. Mon rôle en tant que CRO, c'est de piloter la marge. Donc, si tu fais dépenser 100 000 € en marketing pour me rapporter 0 lead, j'ai pas trop intérêt. Peut-être pour de la notoriété. Et donc, on fait attention à tout ce que l'on fait en fonction de la catégorisation de notre... en tout cas, pour les clients, du futur client, du futur prospect. Et je pense que c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement dans Vive la Vente, et je le conçois totalement. Et je pense que c'est aussi devenu quelque chose de plus nécessaire avec l'économie et l'écosystème actuel. On parlait de la Coupe du Monde de rugby tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de clients qui peuvent parler à tout le monde, aussi parler d'April? Je crois que vous êtes soutenu par Allianz d'ailleurs aussi. On est soutenu par Allianz. On pourrait parler de Fnac Darty par exemple, où quand tu achètes des téléphones ou quand tu achètes du matériel qui peut être ce qu'on appelle panne casse vol, donc tout ce qui va être lié à la panne, la casse, en fait derrière ça peut être Sénat. Pour les plus jeunes, tout ce qui est location, garantie de loyer impayé. Donc tu décides en tant que propriétaire de mettre un bien en location, mais tu veux t'assurer contre le non-paiement en fait, du loyer. Derrière, il va y avoir Sénat potentiellement. Donc nous, on va assurer ces propriétaires-là. Donc il y a une multitude dans ce qu'on appelle le monde de l'affinitaire de l'assurance, qui sont des risques en fait de fréquence. Les risques d'intensité, on ne les fait pas. Les risques d'intensité, c'est ce qu'on appelle le multirisque habitation, par exemple, dans le Pas-de-Calais, où d'un seul coup, il y a une forte intensité de la météo, et tu as des maisons, des immeubles qui s'écroulent. Ça demande du coup des capitaux très importants pour les assureurs. Un néo-assureur n'a pas ce genre de capitaux, c'est des milliards. Et donc, il faut débloquer des milliards pour pouvoir rembourser, indemniser les gens. Donc, nous, on ne va pas sur ces risques-là, on va plutôt sur de la fréquence, comme la billetterie, comme on est un des leaders dans le chien-chat, qui est un énorme phénomène. C'est vrai que tu me l'avais dit quand on avait préparé c'est un énorme phénomène de pouvoir faire en sorte, et on le voit depuis le Covid, pouvoir en fait faire en sorte que son animal qui fait partie de la famille maintenant soit protégé. Donc on travaille avec un grand nombre de courtiers sur ces sujets-là, qui sont des sujets un peu tendance, très forts aux États-Unis et dans les pays d'Europe du Nord, y compris l'Angleterre, qui arrivent en France. Ça a un petit peu du mal en France à décoller. Alors ça marche bien, mais on a toujours des grandes ambitions, peut-être liées à l'inflation et à ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue financier, mais c'est une des grandes tendances. Donc faire en sorte qu'on puisse assurer les biens propres au consommateur pour lui faciliter la vie. Je passe à un tout autre sujet, mais je trouvais ça intéressant justement de concrétiser encore une fois la proposition de valeur de Sénat. Pour passer de start-up à scale-up, on dit souvent qu'il faut travailler la répétabilité de son cycle de vente, parce que comme ça on peut mieux le prévoir, la prédictabilité de sa génération de revenus, comme ça on peut plus la forecast, pardon. Comment est-ce que tu travailles ces sujets depuis un an? Tu disais que tu avais beaucoup observé au début, donc je pense que c'est aussi en lien avec ça. Alors moi je suis un maniaque de la forecastabilité, de la prédictibilité. Chez LinkedIn, j'avais comme mission de forecaster plusieurs dizaines de millions à 3% près. Donc l'école, on parlait des grandes boîtes tout à l'heure, c'est ça qu'elle t'apprend. Et c'est une des choses que j'ai fait chez Sénat et que je faisais avant, et les Américains sont assez friands de ça. Et en fait, il y a deux choses. La forecastabilité, la prédictibilité du business. On se dit, c'est un peu embêtant, quoi. Les commerciaux, ils se disent, mais en fait, mon contrat, il va rentrer sur le premier trimestre ou sur le deuxième trimestre. Bon, c'est pas très grave, il va rentrer. Mais en fait, plus tu es directeur commercial, CRO, ou en tout cas lié à la vente, et que tu peux prédire un minimum au trimestre ton business, plus tu peux l'anticiper.
Donc au-delà de la prédictibilité, c'est-à-dire j'ai dit que je faisais 10 millions, je fais mes 10 millions, à plus ou moins 10%, on va dire, ça on peut accepter. Le mieux, tu es déjà sur le coup d'après, c'est comme les échecs, tu es en train d'anticiper le coup d'après. Plus tu anticipes, plus par rapport à des fonds d'investissement, plus par rapport à la direction et même par rapport aux équipes, ils se disent qu'il y a une notion de proactivité dans le business qui est pris en compte. Et donc ça, c'est toute une discipline à mettre en place. Donc il y a des notions que j'utilisais déjà avant, qui est un deal pour moi, il a 3 états. Soit c'est du pipe, on appelle ça du pipe, j'ai 10% de chance de le closer. Soit c'est un best case, 50%, soit tu le commit. Et si tu le commit, ça veut dire que j'ai, d'un point de vue probabilité, 90%. Il y a toujours des aléas. Et donc de ça, les commerciaux doivent s'engager. C'est horrible d'avoir des forces de vente qui ne s'engagent pas. S'engager, c'est pas de taper dessus si ça ne forecaste pas bien, c'est de taper dessus jamais. C'est simplement de lui dire, tiens, pourquoi tu pensais qu'il était best case, pourquoi il était pipeline, et ça permet de structurer l'approche commerciale. Si on ne met pas ça, en fait, on a l'impression qu'on a un contrat, on a un deal qui va se signer, et on oublie ces notions de temps, ces notions de rapide dont on parlait, à qui je parle, est-ce que j'ai bien parlé aux decision makers, est-ce que j'ai bien parlé aux achats, est-ce que j'ai bien parlé à ces choses-là. Tant que tu n'as pas coché finalement ces cases-là, au final, tu n'es pas capable de prédire la signature de ton deal. Donc ça permet de mettre un peu de rigueur dans le cycle de vente, et pour moi c'est quelque chose auquel je ne déroge pas, c'est obligatoire de pouvoir enseigner cette notion de prédictibilité dans la vente. C'est clé parce que justement, tu as besoin de rendre tout, entre guillemets, à la fois aussi calculable et aussi prévisible que possible. Et c'est un peu en lien avec la méthode rapide, d'ailleurs, que tu évoquais avant. Et ça rejoint quelque chose que j'avais envie d'évoquer avec toi. On dit souvent que un défaut des commerciaux, ça peut être de faire trop d'hypothèses. Et ça, en fait, ça va réduire les hypothèses, tu vois, ça s'est super bien passé, on a un excellent rapport, et j'imagine que ça permet de, justement, bon, ça se dit mitiger plutôt en anglais qu'en français, mais ça permet de mitiger au maximum ça permet de cadrer, donc là, c'est assez paradoxal. Moi, j'adore les commerciaux qui partent dans tous les sens, parce que c'est de la créativité. Donc ils peuvent penser à tout. Qui peuvent penser à tout. Mais dans ces cas-là, si ces gens-là qui sont les plus créatifs, qui vont se dire, tiens, la porte est fermée, je passe par la fenêtre ou je passe par le sous-sol, enfin peu importe, c'est génial, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. Mais il faut qu'ils aient un cadre. Et donc nous, on est là pour apporter un cadre où personne ne doit déroger. Et c'est-à-dire que n'importe qui dans la société, je prends le développeur jusqu'à la personne à la comptabilité, lorsqu'elle regarde, moi, une fois par semaine, je présente les chiffres à l'entreprise, elle comprend. Et quand la vente est comprise par les autres personnes de la société, tu as tout gagné. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc, la vente au quotidien des commerciaux, elle n'a pas besoin d'être comprise. Il faut laisser de la créativité, il faut pousser à la créativité, à prendre des risques. Mais finalement, la traduction de la vente, c'est pas uniquement le salaire du commercial, c'est l'avenir de la société si les ventes sont faites correctement. Et moi, j'utilise un truc, ça fait faire sourire tout le monde. Moi, j'utilise toujours cette phrase-là. Temps, énergie, argent. Temps, énergie, argent, c'est la base. Donc, le temps que je vais passer et mon énergie doit rapporter de l'argent. Et donc, si tu mets ton temps et ton énergie au bon endroit, tu vas amener de l'argent. Et ton temps et ton énergie, elle doit être cadrée. Elle doit être créative, mais elle doit être cadrée. Et cette notion d'étape, alors après, il y a plein d'étapes dans le cycle de vente. Est-ce qu'on qualifie un deal? Est-ce qu'après, blablabla. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est à l'instant T où on étude ton deal pour que moi, je puisse en prendre 10, 50 ou 90%, comme je disais. Revenons d'ailleurs sur le début du cycle de vente. Il y a quelque chose qui est très important, et d'en parler tout à l'heure, c'est soulever un peu les points de douleur. Comment est-ce que tu fais pour que tes commerciaux aient le bon discours et qu'ils l'adaptent notamment à vos différents prospects? On en parlait tout à l'heure, tier 1, tier 2, tier 3, pour que lors de leur rendez-vous découverte, ils arrivent à vraiment soulever tous ces points de douleur chez vos futurs clients. Donc il y a on appelle ça Sales Enablement, on les forme régulièrement, on essaye de les tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc il y a une culture assez forte dans les réunions commerciales, où à chaque fois il y a un intervenant qui vient pour expliquer des nouveautés, des nouvelles conformités, des choses comme ça. Et on a une notion en fait qui est importante, qui est la qualification d'un deal. Donc la qualification d'un deal, c'est très très important. Ce que je vais dire, c'est la capacité
de ce deal à apporter de la marge. C'est pas être closé. Ouais. C'est est-ce que c'est de ce deal que tu m'apportes, je vais pouvoir, si jamais on le gagne, dégager de la marge. C'est pas fréquent de trouver ça dans les entreprises commerciales. Et donc, ça veut dire qu'on va poser un certain nombre de questions sur la pérennité du business, en fonction que ce soit de l'assurance ou de la partie technologique, parce qu'on vend aussi, on est éditeur de logiciels là-dessus. Très tôt, très en amont, en fait, on va poser un certain nombre de questions sur la partie technologique. On a une grille pour être sûr que le besoin du prospect corresponde au moins à 80% de ce qu'on sait faire. Et donc ça veut dire que les 80% de ce qu'on sait faire, c'est déjà connu. Si tu amènes une opportunité chez Sénat, dans le cycle de vente, la qualification, c'est quand même assez au début. Donc il y a 1 ou 2 étapes dans le cycle de vente, puis après on passe en qualification. La qualification, c'est pas compliqué. Il y a un comité de qualification, ce qui n'existe pas forcément, dont je fais partie. Et je peux très bien dire non, je veux pas de ce deal. Très bien. Et donc quand tu dis non, ou oui, je veux de ce deal, c'est que tu as mis encore une fois des critères de sélection. Et donc ça force les commerciaux à arriver dans ces qualification boards ou dans ces comités de qualification avec les réponses. Versus j'avance mon deal, je suis en égo et potentiellement je gagne pas, mais tu laisses le commercial un peu tout seul au début. L'adéquation est fine, il faut vraiment trouver les bons critères. Comment tu les as fixés, les critères d'adéquation justement ? Tu peux nous dire les critères d'adéquation, on va relier ces critères au rôle de CRO versus un rôle de VP Sales, c'est le revenu. Ouais. Donc si en assurance... Le gain, le temps dont tu parlais tout à l'heure en fait. Le temps, énergie, argent, ouais. mais aussi si je travaille avec un actuaire, avec une équipe juridique, avec des experts sur un dossier d'assurance, je sais exactement le coût que ça va me donner. Donc, je ne vais pas le citer ici, mais je sais exactement à l'euro près combien ça va me coûter. Pour se projeter avec... Donc si tu m'amènes un deal qui est inférieur ou égal à ce montant-là, je n'en veux pas. Simple et clair. J'entends souvent des invités sur ce podcast me dire que ce qui n'est pas sur leur CRM n'existe pas. Comment est-ce que tu instigues une forte culture du CRM auprès de ta force de vente ? D'ailleurs, vous utilisez quel CRM ? Et comment tu fais du CRM finalement une véritable routine de la prise d'information ? Alors moi j'ai une énorme chance en ayant rejoint Sénat, c'est que cette culture du CRM, on utilise HubSpot, elle était déjà ancrée. Je pense que ça va avec votre produit aussi finalement et l'importance d'être extrêmement clair et transcrit. Oui, et ça vient aussi de la direction des dirigeants qui ont adapté ce que je répète souvent aussi, ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas. Ouais. Donc tous les appels, tous les emails, tout est dans le CRM. Donc finalement, si je ne suis pas là, ils n'ont qu'à regarder dans le CRM. Et c'est une discipline qui est ultra importante. Moi, je regarde les dates, savoir si les dates sont bien par rapport à la forecastabilité, à la prédictibilité, mais pas que. Donc on est quand même beaucoup à travailler dans cette équipe de rugby. On va avoir le pilier et le troisième ligne. Donc ce n'est pas des gens qui ont le même niveau de compétences. Mais par contre, le langage doit être commun. Ils parlent la même langue dans une mêlée. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que le responsable produit, le développeur, l'actuaire, le juriste ou le commercial, on doit avoir un langage commun. Le langage commun, c'est le CRM. Et sur le CRM, la prise d'information doit être relativement homogène, du coup, pour que tout le monde se comprenne correctement. Il y a quoi d'autre que vous avez mis en place pour former vos commerciaux en continu, quand on parlait de Sales Enablement tout à l'heure ? Moi, je les pousse beaucoup à sortir. Je pense pas que... le jeudi soir, c'est... ils peuvent le sortir le jeudi soir. Mais non, je les pousse beaucoup à sortir parce que je pense que quand on parle de Sales Enablement, le danger que je vois avec un peu d'expérience que j'ai, c'est la formation tournée vers soi. Apprendre des choses sur nos produits, apprendre des choses sur nos procédures, etc. C'est très intéressant. Tu apprends plus quand tu vas à l'extérieur. Donc, typiquement, Steven, le fondateur, et Guillaume, le CTO, ils sont en train de faire de l'écoute avec des courtiers pour comprendre le besoin d'un assuré, alors qu'on est assureur. Et c'est un peu ce que fait le patron d'Amazon, je crois, c'est d'être toujours au contact du terrain. Et donc, pour enabler en fait des sales, ils doivent être sur le terrain. Ils doivent se prendre, ils doivent aller dans les salons, ils doivent faire ces choses-là. L'apprentissage, il est au moins aussi fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Est-ce que tu as des conseils ? Alors là, on peut peut-être aussi s'inspirer un peu de tes expériences précédentes où tu as managé peut-être des équipes plus larges, où tu manageais des managers, mais là aussi, de toute façon, chez Sénat. Mais est-ce que tu as des conseils pour bien manager ces managers commerciaux ? J'en ai un.
c'est l'espace. Laisser l'espace au manager. Ce qui est assez difficile quand tu manages des managers comme j'ai pu faire avant et là aussi, c'est de pouvoir prendre l'espace qui n'est pas le tien. Et en fait, un manager, tu as un langage commun dans la vente qui est les chiffres. Un chiffre, en plus moi je suis un peu matheux à la base, un chiffre c'est un chiffre. Ça ne ment pas. Donc entre le commercial, le directeur commercial, le CRO, le CFO et le CEO, un chiffre c'est le même. Donc finalement, ce langage il doit être commun, on doit parler la même langue et il n'y a pas de discussion là-dessus. Là où en fait on a un espace pour les managers, c'est justement leur laisser la liberté créative d'apporter, de sortir de la zone de confort. Donc si moi mon directeur commercial Étienne me dit tiens j'aimerais bien tester ça, lui laisser l'espace et ça permet d'éviter le micromanagement, 2 ça permet de donner de la confiance, l'espace donne de la confiance. Et 3, c'est une notion de leadership également. C'est-à-dire que si on est à interpréter des reports, redonner, finalement revérifier ce qu'ils font, etc., il y a de moins en moins de leadership dans les équipes. Or, on a besoin de leadership, on a de moins en moins de confiance puisqu'on revalide à chaque fois les mêmes choses. Et puis, on tue la créativité. Tu penses que cet espace, cette confiance que tu veux instiguer justement chez tes managers commerciaux, elle vient de tes expériences dans des grands groupes américains ou anglophones? Parce que je trouve que souvent en France, on pense que la confiance doit se mériter peu à peu, alors qu'on a tendance plutôt dans des systèmes anglo-saxons à plutôt percevoir cette confiance comme d'ores et déjà donnée. Ouais, on la donne effectivement, je pense que tu as raison. Et moi, quand je recrute, je dis voilà, la façon dont je recrute et je manage, c'est celle-ci. Il y a un point A, il y a un point B, un peu à l'américaine. Si tu veux aller à la piscine entre midi et 2, je m'en fiche, tu es au milieu du point A. Il y a plusieurs courbes. Si tu mets 2 points sur un mur et tu peux tracer une ligne droite, une sinusoïde, faire n'importe quoi, l'essentiel est d'être au point B. Si tu n'es pas au point B, tu auras un problème. Je vais avoir un problème, l'entreprise va avoir un problème, on va avoir un problème. Et donc cet espace de liberté, elle vient de la culture, c'est vraiment très américaine, et elle a un gros avantage, c'est la prise de risque. Entre point A et point B, il peut se passer plein de choses. Donc, il faut laisser la prise de risque aux commerciaux, aux directeurs commerciaux. Donc là, on parlait des managers. Si tu frustres en demandant aux directeurs commerciaux de faire exactement ce dont tu as besoin, bah, tu leur demandes de faire une ligne droite si toi, tu es une ligne droite. Et je pense que c'est un énorme défaut des managers ou des managers de managers, c'est de se dire, par exemple, j'ai été MVP, donc meilleur commercial monde chez LinkedIn, président de club, blablabla, donc je pourrais très bien dire, ce que fait Nicolas Mirail, en fait tout le monde doit le faire, ça a marché. Exactement. Sauf que c'est pas vrai, ça a marché pour moi avec ma culture, ma sensibilité, mon savoir-faire, mais il y a plein d'autres choses qui marchent et peut-être mieux que ça. Donc c'est laisser cet espace et surtout ne pas essayer d'empiéter. Ça c'est très très dur à faire. Et une fois qu'on arrive à faire ça, en fait il y a des talents qui explosent. Il y a des gens qui sont perdus, et donc ça permet de voir que quand tu laisses de l'espace et qu'il n'est pas occupé, est-ce que c'est le bon manager? Est-ce que c'est le bon leadership? Ça permet d'évaluer aussi la compétence des managers. C'était hyper intéressant la manière parce que ça rejoint aussi ce que tu as dit tout à l'heure avec le fait de laisser libre cours à la créativité, mais c'est complètement différent de ce qu'on peut voir chez certains directeurs commerciaux. Ouais, je sais. Moi je sais qu'on m'a dit que j'étais toujours un peu différent des autres. Mais c'est très anglais. On va parler un peu recrutement maintenant. Tu m'as également dit en préparant ce podcast que vous cherchez des commerciaux, bien sûr, on en parlait, avec des qualités qui ne sont pas forcément évidentes ou qui ne sont pas forcément quantifiables directement. Parce que vous êtes dans une phase d'hypercroissance qui est impressionnante. Tu montes, tu le disais, ce qu'on appelle une core team ou une équipe clé, pour ainsi dire. Comment est-ce qu'on déniche des commerciaux? Comment est-ce qu'on déniche ça en entretien chez des commerciaux qui ont ce grain de motivation, ce grain d'engagement en plus? Didier, qui est un des fondateurs de Up2, m'embaucherait si j'avais la clé du succès du recrutement. On a un super test. C'est vrai. Mais le plus important n'est pas forcément le CV. Encore une fois, c'est une approche un peu anglo-saxonne. C'est la capacité. Donc moi je pose toujours la même question, c'est la personne que j'ai en face de moi dans 4 ans, ce qu'elle veut devenir, peu importe la société en fait, vers où elle veut aller. Et en fait j'assimile ça à une danse entre 2 personnes. Le recrutement c'est ça, c'est est-ce que toi tu as les compétences, donc ça on arrive assez facilement à les voir, mais est-ce que on va pouvoir danser ensemble? Est-ce que l'impact de ce que tu vas m'apporter va faire grandir la boîte, et est-ce que moi je veux te faire grandir? On n'embauche pas une personne pour qu'elle stagne, on embauche une personne pour qu'elle puisse grandir. Et donc quand tu as ce réflexe-là, c'est trouver
potentiellement des personnes qui ont, dans le monde des startups, une épaisseur de travail. Il y a quand même beaucoup de travail. Une notion, j'aime bien utiliser la notion de 4x4. On ne va pas rouler sur l'autoroute, on va rouler sur l'autoroute, puis d'un seul coup, il va y avoir du sable, puis d'un seul coup, il y aura de la boue. Certaines bouteilles émotionnelles, en fait. Ouais, il faut être capable de pouvoir naviguer, quoi, comme sur un bateau, c'est pas un lac. Et donc, dans les entretiens, moi, ce que je vais chercher, et moi, je fais pas forcément d'entretien avec la partie hard skill. Ouais. Je laisse ça aux équipes en fait. Moi, c'est est-ce que cette personne en fait va être capable de prendre un peu la tempête, va être capable de créer, d'innover, va être capable de se remettre en question, peu importe son âge. Il n'y a pas d'âge en fait. Il y a des gens qui ont 23, 24 ans et qui ont énormément de créativité, parfois en France, qui est bloquée. Et en fait, cette personne-là, dans le monde des startups et même des scale-up, la phase d'après, le scale-up, on va accélérer. Est-ce qu'elles sont capables de le faire? Alors on peut chercher, je cherche souvent par exemple des gens qui ont des activités extra, donc soit des sportifs, soit je sais pas, ça peut être des arts, de la musique, des arts, etc., qui ont cette curiosité de ne pas être que sur une seule ligne de conduite, une seule autoroute. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave d'être sur une seule ligne, mais pour le monde des startups, il faut être capable de prendre des coups. Parce que nous, on crée des sociétés qui sont amenées à évoluer. Quand tu rentres dans des grands groupes, ça ne va pas évoluer. Tu disais, le cadre est là. Le cadre est là. Et donc, on doit savoir, et c'est pour ça que je pose la question dans 4-5 ans, et à travers cette question, on arrive à vite voir si les personnes ont besoin d'un cadre, si ils vont partir dans tous les sens. Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est mes fameux 4x4, où j'utilise la fois la notion de petit chat? Est-ce que c'est des gens qui ronronnent? Super, dans ces cas-là, c'est le cadre qui leur Parce que c'est des locomotives qui ont besoin de rails. Exactement. C'est ce que tu allais dire ou pas? Ouais. Chouette. C'est quoi les chiffres, les KPIs les plus importants qui font de ta force commerciale une véritable machine de vente? On parlait de coût par lead juste avant ce podcast, au moment du café préparation, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le coût par lead? Parce qu'on sait que la marge est devenue beaucoup plus importante. Ouais, le coût par lead, il est important. Ce qui va faire le KPI que je vais réussir à regarder, au-delà du coût, parce que sinon on va penser que je ramène tout au coût, ce qui est important, c'est la capacité aux commerciaux de pouvoir naviguer dans les comptes. Donc en fait, chez Sénat, j'ai instauré maintenant tous les trimestres, je veux voir les account planning des commerciaux, c'est-à-dire plusieurs choses. La connaissance des comptes, ça c'est un gros KPI. Si tu connais pas les comptes, le rapide, quels sont le pain ou la problématique du client, j'ai un souci. Est-ce que tu es capable de prédire un peu ce que tu vas faire? Et donc quand tu mixes la connaissance du compte, la prédictibilité, c'est super intéressant. Je vais prendre pour un exemple. Pour illustrer, moi j'ai un commercial qui a démarré, qui m'a présenté son account planning, il m'a présenté qu'il allait faire exactement son chiffre, qu'il avait tout ce qu'il fallait pour faire son chiffre de l'année. On était, je crois, le 20 janvier. Donc quand vous avez des commerciaux qui démarrent l'année en disant voilà comment je vais faire mes 14 millions, mes 15 millions, ça c'est la science de la vente, et finalement c'est un peu pour moi là où on doit tous tirer. Pour faire ça, il doit connaître ses comptes. Il doit forecaster, il doit prédire les aléas. Et donc, ça nécessite une vraie connaissance de mapping de tous ces comptes-là, de son écosystème. Il y a quand même une grande capacité à se projeter pour le faire en autonomie. Oui, mais ça, c'est mon rôle, et c'est le rôle en fait, de la direction, de les aider, de mettre les outils. De mettre ce finalement cadre dont on parlait. Exactement. Je disais dans l'introduction que vous avez fait 60% de croissance l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres impressionnants qui peuvent bien résumer justement l'efficacité de ta force commerciale aujourd'hui chez Sénat? On les a fait avec les mêmes individus sans savoir recruter. Je ne sais pas si c'est assez positif, mais quand tu veux croître et de passer de start-up à scale-up, comme on disait, il faut que cette force commerciale soit capable de faire aussi bien, voire plus, parce qu'en fait, on peut se dire « Ah, mais soit tu prends le côté très négatif, franco-français, dire mais attention, les gens ils bossent plus, ils font plus de chiffres, etc. Et donc du coup, les dirigeants ne recrutent pas pour ça. Soit tu te dis qu'en fait, tu as fait grandir ta force commerciale et que tu es en train de préparer la scale-up. Parce que si ces personnes-là sont capables de faire cette croissance et que tu n'as pas beaucoup plus recruté, ça veut dire que tu es en train de construire les leaders de demain. Et donc pour moi, c'est un KPI qui est ultra important de se dire que ceux qui font la croissance aujourd'hui, cette type d'hypercroissance sans recruter, en multipliant les effectifs par 2 fois 3, et j'associe ça à tous les niveaux
de l'entreprise, d'une assistante à un développeur, à un CFO, à un CEO. Ça veut dire qu'on est en train de renforcer notre compétence et que si demain on passe à l'échelle supérieure, on aura les bases vraiment solides. Et ça, c'est ultra important dans cette hypercroissance, de ne pas penser que l'hypercroissance, c'est la multiplication des ressources, c'est plutôt renforcer les compétences. Donc c'est tout le long du podcast, le sales enablement, etc. Montrer qu'un sales, aujourd'hui il fait 10 millions, demain il fera 14, et c'est possible. On fait une étude chaque année sur les enjeux des directions commerciales, et cette année c'est l'efficacité qui est revenue, et ça rejoint complètement ce qu'on s'est dit tout le long de ce podcast, et comment tu as aussi agencé ta réponse sur ce point, et toujours cette notion finalement de performance et d'efficacité. Je passe à mes dernières questions. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Nicolas ? Le meilleur conseil, c'est Dan Shapiro, qui est aujourd'hui le numéro 2 ou numéro 3 de LinkedIn, qui a été longtemps mon mentor. Il m'a dit un jour, regarde tes qualités et tes défauts, prends un défaut, transforme-le en qualité. Et donc on doit être capable de regarder en fait qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien chez nous. Moi je ne vais pas travailler mes qualités puisque je les ai déjà. Et donc comment je prends un défaut ? J'en prends qu'un seul. Donc je sais pas, je pourrais dire que je suis pas forcément organisé, pas forcément, je procrastine un peu, c'est pas forcément mon cas. Comment ça, je peux en faire une qualité ? Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que nous, êtres humains en tant que commerciaux, on doit toujours s'améliorer. Parce que quand on a 25 ans, on doit faire un chiffre d'affaires, mais quand on en a 40, 45, on doit toujours faire un chiffre d'affaires. Donc entre ces 20 ans d'expérience qui sont là, tu as dû progresser. Et pour progresser, c'est pas améliorer là où tu es déjà fort, c'est améliorer là où tu n'es pas fort. Et donc dans la vente, c'est être capable de se regarder dans un miroir, de se dire tiens là, c'est pas été très prédictible. Ah, je suis à nouveau pas très prédictible. Donc c'est de prendre, et c'est ça le coaching, hein, c'est vraiment prendre d'un point de vue management le défaut, ou en tout cas j'appelle plutôt la zone de progression qu'un défaut, et de se dire tu sais quoi, on va en faire une force et on va la transformer. Convertissez vos défauts en qualité et vous convertirez encore mieux vos opportunités en clients. Je vais dire que c'est ça un peu le maître mot. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente, si tu pouvais te donner une sorte de conseil flashback ? Aller plus vite encore. Toujours. Moi je veux aller plus vite et en fait c'est prendre des risques. Parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure, la culture peut-être fait qu'on a peur de prendre des risques, mais c'est en sortant de sa zone de confort, en prenant des risques qu'on apprend en fait. On apprend beaucoup plus vite, beaucoup plus fort en sortant, et finalement on s'aperçoit que c'est pas dangereux de prendre des risques. C'est ce qu'on se disait notamment quand on a déjà lancé une boîte, on peut en lancer une encore mieux. Et enfin ma dernière question, est-ce que tu as 2 ou 3 outils, livres, pièces de culture à recommander à nos auditeurs ? Alors peut-être un bouquin, mais parce que je suis un peu particulier, moi je me lève très tôt, Miracle Morning. Ah, tu es du Miracle Morning. Ouais, moi je me lève à 5h30 tous les matins, je vais au sport, j'ai 1h15, 1h30 pour moi tous les matins. Tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis très longtemps. Et ça a changé beaucoup de choses, j'imagine ? Ça change un certain nombre de choses, et là je le fais un peu moins, mais ce que je faisais avant, c'est que j'arrivais toujours au bureau une demi-heure avant, je me mettais dans un café, j'ouvrais un calepin, enfin peu importe, pas d'écran, surtout pas d'écran. Pas de distraction. Et je dis tiens, qu'est-ce que je vais faire d'utile aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ma journée, elle puisse impacter mes collaborateurs, etc. Et puis je papote avec, je sais pas quoi, n'importe qui. Et quand j'arrive, effectivement, les commerciaux pouvaient passer, c'était le cas il y a quelques années, ils me disaient tous les matins il est là, en train avec son bloc-notes, là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. J'étais juste en train de regarder, c'est comme prendre un hélicoptère et prendre de la hauteur. Et donc moi je fais du sport, ça pourrait être autre chose. Le matin, c'est un moment où on peut prendre le temps de ne pas être dans cette locomotive en fait. Et après on y monte et on envoie un peu tout ce qu'il faut, mais prendre ce temps. Donc Miracle Morning, moi je fais partie de ces gens qui ont une routine un peu le matin, et je suis un peu malheureux quand j'ai plus cette routine, parce que j'ai l'impression qu'après je suis plus dans le rythme, ou que je prends plus suffisamment de hauteur. C'est exactement ça, et je sais que d'ailleurs que chez Up2 et ailleurs, il y a d'autres personnes justement qui ont de bonnes responsabilités, qui ont besoin de prendre cette hauteur et cette perspective-là, qui pratiquent le Miracle Morning. J'ai un autre bouquin aussi, si je peux me permettre, que j'ai été longtemps sur ma livre de chevet, c'est Sun Tzu, L'art de la guerre. C'est tellement inspirant quand on le remet dans l'époque,
Et tu sais, on parlait Il est court en plus. Il est enfin, ça se lit super facilement, mais ça se comprend difficilement. Quand je dis comprendre, c'est de l'appliquer. Hein. Parce que tout le monde sait lire, mais l'appliquer, je sais pas. Donc ça, être capable de se dire, et surtout ça s'adapte vraiment à la vente. Miracle Morning, c'est plutôt une philosophie de vie. De développement personnel. Et de développement personnel. L'art de la guerre, c'est de la vente. Hein. Donc tiens, pourquoi en fait, quand on me dit ça, je pourrais pas passer sur le côté, quel est l'intérêt de faire ces choses-là? Donc de faire le rapprochement entre ce fameux livre et tout ce qui tourne autour et la vente, je trouve que c'est un super exemple. De la stratégie pure et dure pour gagner en efficacité. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces bons conseils, toutes ces bonnes pratiques. J'ai passé un excellent moment et j'espère que nos auditeurs aussi. Si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur Apple Podcast, je vous recommande et je vous invite à nous laisser un commentaire et une note. Et je vous dis sinon à dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Évidemment, vive la vente et j'espère Nicolas qu'on pourra te recevoir à nouveau sur un autre contenu. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.